Salut Sardin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct du Québec avec Laura Lelièvre qui revient tout juste du Summit 2025. Aujourd'hui, je t'invite Laura comme, bon en fait c'était pas prévu, mais du coup top 5 en tant que professionnelle showcase bachata, en tant que finaliste aussi bachata et vice-championne du Canada Salsa Congress 2024. On va parler un petit peu de ton parcours. J'aimerais surtout, comme je disais avant l'interview, parler beaucoup des compétitions parce que c'est ce qui me tient à cœur. Euh, Premièrement, comment tu te sens par rapport aux résultats du Summit, vu que tu viens à peine d'arriver fraîchement? Ouais, on vient tout juste d'arriver il y a quelques jours. Écoute, je suis très contente de notre performance. Pour nous, l'important, c'est qu'on danse bien. Alors, on est quand même très content. Pour ce qui est des résultats, on contrôle notre danse, on contrôle pas les résultats. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé ça avoir une place au podium, mais on le fait pas pour le trophée. On le fait pour plusieurs autres raisons. Alors, non, on est bien. On a été fatigués quand on est revenu, mais de retour à la normale. On va parler plus en détail, mais vous avez fait vice-champion au Canada Salsa Congress et vous avez fait champion des qualifications de l'Eurosun Latino. Pourtant, que je sache, on ne vous a pas vu à l'Eurosun 2024. Est-ce que c'est une décision pour une décision spécifique? À chaque année, Rossonne et Summit sont très proches. Rossonne, c'est en décembre et Summit, c'est en janvier. Donc, souvent, financièrement, il faut qu'on fasse la décision de faire un ou l'autre. C'est très rare qu'on va être capable de faire les deux. On a les deux des travails durant la journée. Donc, pour nous, de partir une semaine en décembre, une semaine en janvier, c'est vraiment difficile. On avait choisi Summit cette année. J'ai fait Rossonne il y a 3 ans. Et depuis, je suis pas encore retournée à cause du timing là, avec mon travail, ça marche pas très bien. C'est les examens à l'école de mes élèves. Je dois prioriser ça. Mais pour ce qui est des qualifications, en fait, c'est que à Montreal Bachata Festival, qualifiers pour Eurosun, ils n'étaient pas nécessairement... on n'était pas nécessairement... Il y avait une liste de catégories qui étaient qualifiers, mais seulement deux ont gagné une passe pour Ok. aller. Donc, même si j'ai bien réussi, le plus haut résultat, c'est pas ma catégorie qui a été comme choisie comme étant celle qui va être envoyée à Eurosun. Donc, malheureusement, ça l'a pas fait en sorte que, tu sais, même si j'étais qualifier, ça a pas fait en sorte que j'étais envoyée à Eurosun. Ça veut dire que les catégories qui étaient sélectionnées, j'ai une question, ils avaient quoi en gain, par exemple? Parce que c'est très différent de la France, donc c'est intéressant à comprendre. Mhm. Je connais pas toutes les logistiques qu'il faudrait parler à l'organisation, mais en gros, je pense qu'il y avait peut-être une douzaine de catégories qui étaient qualifiers. Et sur ça, seulement deux ont eu vraiment, dans le fond, c'est ce qui gagne, c'est d'avoir un passage directement en finale, à cause qu'ils ont gagné ici à Montréal, et ils gagnent une passe. Les deux catégories qui avaient été choisies cette année, c'était une catégorie, une amateur et l'autre professionnelle. Et celle professionnelle, c'était pour les solos de salsa. Alors, ce qui a été choisi entre les deux organisations, ça a été ça. Et donc, ça n'a pas été vers moi cette année. Ok. Et à la différence avec le Canada Salsa Congress, c'est un partenariat plutôt avec le Summit, si je ne me trompe pas. Les gagnants, ils gagnent quoi? Quand tu gagnes où? Au Canada Salsa Congress. Canada Salsa Congress, on gagne un trophée, là. Je pense Oui. que certaines années, ils ont des petits gifts, des petits cadeaux. Des fois, c'est des rabais pour des chaussures, des choses comme ça pour nous aider dans ce qu'on fait. Des fois, c'est des rabais pour des physios, des choses comme ça. Là. Ils ont des sponsorships. Je crois que le gagnant de certaines catégories peuvent des fois avoir un peu de sous pour les encourager. Nous, ça n'a pas été le cas de toutes les catégories qu'on a gagnées à présent. Moi, quand j'avais gagné le Pro-Am, j'avais gagné le trophée et j'avais gagné une passe gratuite pour l'année prochaine. Donc, tu sais, ça dépend là, des catégories des sponsors, de qu'est-ce qu'ils ont. Mais c'est quand tu fais des compétitions, que ce soit amateur ou professionnel, tu payes pas mal ton costume, ton coaching, pas mal toutes les choses là.
C'est très bien que tu en parles parce que j'aimerais montrer en effet que je sache, t'as pas de sponsor. Moi, oui, j'ai des sponsors personnels. J'ai une marque de chaussures avec laquelle j'ai des rabais. Donc, je peux donner des rabais à mes étudiants. Donc, ça, c'est super cool. J'ai aussi une marque de vêtements avec qui je fais des échanges. Je vais faire des photos, je vais faire de la promotion, puis je vais avoir des vêtements en échange. Donc, pour ça, c'est super cool. Puis, c'est le fun. Je peux vraiment tu sais, les taguer dans mes posts et tout ça, puis faire profiter mes élèves, puis les aider eux à vendre leurs produits. C'est deux compagnies lesquelles que je travaille avec, c'est deux compagnies qui sont basées ici à Montréal, qui sont des amis, là, des filles que je connais, puis c'est des travaillantes, des entrepreneurs que je veux encourager. Donc, on se supporte comme ça. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, ça aide d'avoir ces sponsors-là. Mhm. Mais je veux dire que tu avais mentionné que tu avais un métier à temps plein, contrairement à un champion de, je dis n'importe quoi, de football, de soccer. Tu n'as pas un sponsor qui couvre toutes tes dépenses, toutes les salles, tous les voyages, tous les entraînements, tous les coachs. Tu- Non, on n'a pas ça en danse, non. C'est très. Je connais pas personne en danse qui a vraiment un sponsor qui paye pour tout, là. C'est du. J'ai jamais entendu dans mon cas. Hmm. Ok. Non, c'est vrai, on en revient à montrer que c'est le même travail qu'un autre athlète et on n'a pas forcément les mêmes bénéfices pour X, Y raison. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur tes premiers pas. Qu'est-ce qui fait? Alors, je t'explique que moi, j'étais au Canada en 2016 jusqu'à, bon, plus longtemps que ça, mais je t'ai connue après quand je suis partie. Donc, je suis partie en 2018. Donc, Hmm. je pense que tu étais dans le monde de la danse, mais dans le monde de la compétition, où tu étais extrêmement discrète, où j'étais très ignarde. Mais c'est comment tes premiers pas dans le monde de la compétition? Moi, j'ai jamais grandi avec la compétition. J'ai toujours été dans des écoles professionnelles qui faisaient des spectacles. Mais j'ai jamais vraiment fait de compétition. Ça faisait pas partie vraiment de notre training ou de la philosophie des écoles dans lesquelles je m'entraînais. Donc, moi, je me suis entraînée à Québec et à Toronto principalement. Quand j'ai commencé les danses latines, parce que j'ai quand même commencé tard, moi, j'étais vraiment plus dans le domaine du ballet, jazz contemporain. Et quand j'ai commencé les danses latines, c'était pour moi comme un peu une façon, un échappatoire. C'était comme ma soirée off, je m'en vais danser les danses latines, puis c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun, intéressant, puis une autre façon pour moi de comme avoir une relation avec la danse, parce que pour moi, la danse, c'était la discipline, c'était la rigueur, c'était le travail, et j'aimais ça. Euh, mais j'avais jamais comme perçu la danse comme étant hey, on peut aller socialiser, faire le party, prendre un drink, puis comme danser avec les autres, connecter avec les autres. Comme nous, en ballet classique, c'est le partner work, le pas de deux, c'est tu te tiens, puis tout est prévu, et c'est pas vraiment connecté, lead follow, c'est vraiment pas ça la philosophie. Donc, c'était vraiment un changement intéressant. Mais bref, pour répondre à ta question, quand j'ai commencé les danses latines, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'opportunités pour les danseurs, puis que c'était très accessible. Tu sais, en ballet classique, si t'as pas un certain corps ou si t'as pas un certain, c'est vraiment très 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 spécifique comment tu vas pouvoir réussir ta carrière. Puis en danse latine, c'était comme tu peux avoir n'importe quel corps, avoir n'importe quel âge, puis tu peux danser. Donc, pour moi, c'était l'accessibilité qui était vraiment, vraiment belle. C'est une belle philosophie. Et donc, là, j'ai commencé à voir qu'il y a des opportunités de performer, de compétitionner, d'enseigner. Donc, j'ai comme vu un tremplin de où est-ce que j'étais à où est-ce que je peux aller avec les danses latines. Parce qu'en ballet classique, je suis professeure à temps plein, puis j'adore ça. Mais tu sais, si t'es pas dans une compagnie, tu peux pas vivre de ça. Mhm. Tandis que en latine, c'est ça, c'est vraiment plus ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je me suis lancée là-dedans après, en fait, juste avant le COVID. Là, dans les années que que tu es partie de Montréal, j'imagine. Moi, j'arrivais à Montréal. Moi, je suis arrivée janvier 2020. Donc, juste quand la COVID a vraiment comme éclaté, là, comme en mars, rendu en mars 2020, c'est là que pas mal toutes les choses étaient fermées. Donc, j'ai eu comme 3 mois de social à Montréal.
Puis après ça, tout a shut down. Puis moi, c'était le moment où est-ce que, en fait, j'avais commencé les danses latines à Québec. Mais c'était vraiment juste une fois semaine. J'ai commencé comme tout le monde, les cours débutants, intermédiaires, tout ça. Puis quand je suis venue à Montréal, c'est là que j'ai vu que il y a beaucoup de champions à Montréal, il y a beaucoup de coachs, des bons coachs, des bonnes écoles, tout ça. Alors je me suis affiliée avec plein de personnes. J'ai collaboré, j'ai dansé, j'ai pris plein de coaching avec plein de monde. Puis quand la COVID a hit, c'est là que tout le monde avait du temps. Fait que moi, je me suis full entraînée. J'ai fait plein de coaching privé. On avait encore le droit à ce moment-là, faire du privé. Et c'est exactement à ce moment-là que là, quand j'ai commencé tous mes coachings, mes chorégraphies et tout, là, il n'y avait plus rien. Là, toutes les salles de spectacle étaient fermées, toutes les compétitions étaient fermées, mais ils ont quand même continué des choses en ligne. Alors moi, j'ai comme commencé le monde de la compétition de danse latine en ligne. Fait qu'on a fait nos chorégraphies, on les a filmées, on les a envoyées. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, quand les restrictions ont été levées, j'ai réussi à juste comme sortir comme 10 chorés en même temps avec toutes mes collaborations. Et c'est là que les gens commençaient à me connaître puis dire, ah, c'est qui elle? Mais moi, ça faisait des années que je m'entraînais dans plein de styles. Et en danse latine, là, ça faisait rendu là, ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais vraiment beaucoup avec plein de gens. Alors, voilà, c'est là que, donc 2020 et 2021. Donc, Ok. que tu n'étais plus à Montréal à ce moment-là. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de compétitions et à être plus visible au niveau des danses latines. Est-ce que tu te rappelles c'était quelle compétition et est-ce que tu veux nommer, t'es pas obligé, tes entraîneurs à l'époque? Oui, je peux. Attends, la première question, c'était... C'était quelle compétition en ligne que ça t'a mis le pied dans... Il y avait eu Montreal Salsa Convention l'avait fait en ligne. Il y avait eu une compétition qui n'existe plus, mais qui était à Ottawa. Ottawa avait une compétition aussi. Ensuite, Canada Salsa Congress, non, il l'avait fait en live, mais c'est vraiment une petite édition. Celle-là, je n'étais pas allée. Mais oui, je pense que c'était Montreal Salsa Convention, c'était comme ma première en ligne. Mais je crois qu'il y en avait eu d'autres là, de mémoire, je me souviens plus. Mais il y en avait eu quelques-unes là, quand même là, qu'on Ok. pouvait faire en ligne, qu'on pouvait envoyer une vidéo, juste pas de montage, comme du début à la fin, tu l'envoies. Mhm. Euh, Puis pour ce qui est des entraîneurs, j'avais pris du coaching avec Adriano Samantha pour la salsa. Je m'entraînais beaucoup avec Raphaël et Sabrina, qui sont des bons amis à moi. On avait comme créé une petite troupe ensemble avec deux autres personnes, Lily et Patrick, qui s'appelait Synergia. Fait qu'on s'entraînait ensemble. On avait tous des backgrounds différents, donc on s'entraidait. Bachata, zouk, c'était salsa. Il y avait comme un bon mélange, alors on s'entraidait. On avait pris du coaching avec Paulina, moi et Ricky pour nos duos. Moi, pour mon solo, j'avais fait un solo de salsa avec c'est Samantha qui me l'avait créé et j'ai pris du coaching avec Paulina, avec Corinne, avec Victor, beaucoup de gens à Montréal. Quand on avait commencé notre Kizomba, c'était un petit peu plus tard, mais on avait pris plusieurs coachings avec différents profs de Kizomba à Montréal. J'en oublie sûrement, là, mais en tout cas, on a pris vraiment du coaching avec plein de personnes. Steve, un de mes partenaires, c'est là. Steve Alvarez m'avait beaucoup aidé au début pour la salsa et la bachata. Donc, voilà. Est-ce que tu veux parler de tes premiers pas et de comment ça s'est fait ton partenariat avec Ricky parce que c'est ton partenaire de compétition principal? Oui, avec Ricky, on a une belle petite histoire de partenaire de danse. C'était juste avant que les restrictions de la COVID commencent. Puis, on était dans un social et pas mal tous nos amis nous connaissaient, mais nous, on se connaissait, on s'est jamais rencontrés. Et là, nos amis étaient comme, ah ouais, tu sais, vous devriez danser ensemble. Alors, on a juste fait une danse, puis on a cliqué instantanément au niveau de l'intensité, de la passion, de la physicalité. On a vraiment connecté. On a fait une autre danse. On a fait une autre danse. On a fait, je pense, 3 danses de suite. Puis par la suite, ben moi, j'étais venue à Montréal pour me trouver un partenaire de danse. C'était vraiment comme mon but premier, là. Donc, j'avais comme un peu, entre guillemets, interviewé. J'avais eu des petites entrevues avec différentes personnes. Puis lui, il y avait plusieurs filles qui lui demandaient de faire un partenariat. Mais à ce moment-là, on était deux amateurs en danse latine, mais on était juste très motivés. On voulait faire des projets. Et donc, on a tellement cliqué, les deux, on s'est dit comme, hey, veux-tu qu'on essaye un partenariat? Fait qu'on s'est donné un rendez-vous dans quelques jours dans un studio. J'avais dit
telle musique, je veux la travailler, j'ai des idées. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis après, je pense juste 6 cours, on avait une chorégraphie au complet. Puis c'est là on a créé ensemble, on a vu qu'on créait bien ensemble. Et ensuite, on est allé chercher du coaching extérieur là, pour nettoyer le tout là, et bien faire les choses. Mais ouais, à partir de là, on s'est jamais vraiment lâché. On a eu des up and down, c'est sûr, à travers les années. On a eu beaucoup de montagnes russes, mais on a toujours décidé de continuer de travailler ensemble parce que on a le même objectif ensemble. Les deux, on veut vraiment pousser la danse, on veut s'améliorer, on veut vivre de ça, on veut, tu sais, comme on est vraiment passionné de la danse, puis on a des grands objectifs, donc c'est ça qui nous tient ensemble. C'est ce que je vais te demander, tu parlais up and down. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Moi, j'ai jamais pensé arrêter, mais c'est sûr que notre partenariat a failli lâcher à certains moments, là. Je pense que c'est rare, n'importe quelle relation ou partenariat qui est smooth sailing, ça doit être très rare. Nous, on a eu des moments où est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression ou beaucoup, je pense, c'est une très, très belle communauté, la danse latine, mais ça a aussi ses up and down, puis parfois, ça venait nous affecter quand même beaucoup. Donc, il y a eu des fois où est-ce qu'on a presque dû lâcher. Il y a eu aussi nos relations personnelles qui, des fois, rentraient en bout de ligne, que des fois, c'est difficile d'accepter que ton partenaire est parti en voyage, partage une chambre d'hôtel avec son partenaire de danse. Donc, parfois, c'est des choses comme difficiles à gérer dans nos relations. Mais comme j'ai dit, on a toujours trouvé les solutions. On a toujours comme voulu continuer parce qu'on partage cet amour pour la danse puis nos objectifs communs. Si je me trompe pas, vous êtes top 5 en bachata classique, donc sans accro. Non, nous, on est en bachata cabaret. Ah, ok, excuse-moi, ok, en cabaret. Comment ça se passe au niveau de la préparation physique en termes d'heures de danse d'entraînement? Est-ce que vous vous entraînez à côté un autre sport? Les deux ont vraiment notre entraînement, c'est principalement la danse. Là. Moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement de danse, puis les gens me demandent comment je suis musclée comme ça. Puis lui aussi, il est très musclé. On va pas au gym, on s'entraîne pas avec des poids, on s'entraîne avec notre poids, avec la gravité, avec l'un l'autre. Moi, j'ai comme plein de séries de routines de yoga, d'entraînement physique que je fais à travers, comme mettons, ça va être mon warm-up avant de danser, ça va être mon cool-down après avoir dansé. Donc, je fais du cross-training à travers mon training, mais on fait pas de gym. Vraiment, on est 100% là, avec la danse. Mais la danse a un conditionnement physique aussi. Là. Donc, voilà. Non, on s'entraîne. Moi, je danse à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je passe sans faire mes splits, sans faire mes routines et tout ça. Mhm. En termes d'heures, est-ce que tu saurais quantifier combien d'heures d'entraînement vous faites? En plus de tes cours que tu donnes. Mm-hmm. Les cours, c'est pas pareil que danser, je te dirais. Là, c'est beaucoup moins demandant physiquement. Mais c'est sûr que ça reste plus physique qu'une job assis au bureau, par exemple. Euh, c'est dur à quantifier parce que je vais donner comme des coachings durant la journée. Je vais faire mes pratiques, mes répétitions durant la journée avec mes plusieurs projets. Ensuite, je vais enseigner. Ensuite, je vais aller faire un show. Ensuite, je vais aller danser dans un social. Donc, honnêtement, des fois, ma journée au complet de 9 heures du matin à 1 heure du matin, c'est comme la danse. Mais je peux pas quantifier ça comme étant vraiment un training. Là. En ce moment, c'est dur pour moi de trouver des moments pour vraiment m'entraîner moi, pour faire des répétitions, pour vraiment comme travailler sur ma musculature, sur mes tricks, sur mes habiletés, ces choses-là. J'ai pas vraiment autant de temps qu'avant. Tu sais, quand on était à l'école, moi, je faisais du 35 heures semaine de danse classique. Puis c'était, tu sais, tous les jours, là, je passais comme des heures là, à m'entraîner. Tandis que là, c'est beaucoup plus au niveau créatif, création, chorégraphie, enseignement, tout ça. Fait que ça serait dur à quantifier, mais disons que je bouge beaucoup. Ok. Attends, mais je me rends compte que tu es passé de amateur à pro en même pas 3 ans. Alors tu avais le background de ballet, hein, mais en termes de danse latine. Ben
dans la vie, ma profession, c'est d'être enseignante et danseuse. Alors, je suis professionnelle depuis longtemps dans ce qui est du ballet, jazz contemporain. Pour ce qui est des danses latines, j'ai commencé en tant qu'amateur. Comme je disais, tu peux pas tout de suite commencer comme professionnel parce qu'il y a toute l'authenticité de la danse, toutes les bases de la danse, la technique de cette danse, que même si tu as d'autres techniques, il faut que tu apprennes la technique de danse latine. Donc, il faut que tu passes par des étapes. Tu peux pas direct aller en professionnel. Donc, la première année, comme je te disais, c'était vraiment pour le plaisir. La deuxième année, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner. À partir de l'année que j'ai commencé à compétitionner, donc 2020, j'ai fait presque 3 ans d'amateur et j'ai viré professionnel seulement l'année passée. Ok, waouh, félicitations. Ok, ok. En termes de alimentation, hydratation, compléments alimentaires, est-ce que tu as un suivi spécial? Est-ce que tu y a des choses spéciales que tu fais avant la compétition? C'est sûr qu'on essaie de bien se nourrir, bien manger parce que c'est notre énergie. Je suis pas une diète. Moi, c'est un choix personnel parce que je fais vraiment confiance à mon corps de savoir qu'est-ce qu'il y a de besoin, quand il y en a de besoin. Puis, je veux pas me restreindre au niveau de la nourriture. Si j'ai faim, je dois manger. Puis, tu sais, il y en a, mettons, qui ont certaines heures de manger et tout ça. Mais dans mon cas, c'est comme je suis tellement active toute la journée. Si j'arrive de ma journée puis je mange pas, ça va mal réparer mes muscles. Comme, si j'ai faim, je mange parce que je veux pas être blessée et j'ai été super chanceuse. De toute ma carrière, j'ai jamais eu une blessure qui m'a empêchée de m'entraîner. J'ai toujours vraiment, vraiment fait beaucoup de prévention de blessures. Et je pense que la nourriture, ça fait partie de ça. Je mange beaucoup de protéines, beaucoup de fruits et légumes. Euh, je mange vraiment beaucoup et bien. J'essaie, c'est sûr, de faire attention à certaines choses, mais je me limite pas parce que je sais que mon corps, c'est mon outil de travail, puis il a besoin de son fuel, de son essence. Mhm. Donc, voilà. En termes de récupération, est-ce que tu fais des choses spécifiques? Oui, pour moi, autant que s'entraîner, ça prend de la force, ça prend aussi de la flexibilité. Donc pour moi, le 50-50 est vraiment important. Dans mon corps, c'est ça que je sens que j'ai vraiment besoin. J'ai besoin d'être autant flexible que forte. Donc mes routines d'étirement, je les fais à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je les fais pas. Donc c'est pas elle est flexible. Oui, je suis flexible naturellement, mais il y a aussi tout l'entraînement derrière ça. Et ça, je crois dur comme fer que c'est pour ça que je me blesse pas parce que souvent, on se blesse à cause que soit on est trop flexible, on n'est pas assez forte, ou on est trop fort puis il n'y a pas assez de souplesse dans notre muscle. Donc, quand tu as un bon équilibre musculaire, je pense que ça, c'est super important. Pour Ok. les blessures, l'hydratation, je bois énormément, beaucoup, beaucoup d'eau toute la journée, juste de l'eau. Puis, admettons, quand je sens une douleur, je fais tout de suite des modifications dans mon entraînement. Fait que je vais pas comme pousser à travers, mettons, une douleur. Je vais modifier mes mouvements pour que je donne un temps de récupération. Comme par exemple, j'ai déjà eu des problèmes de genoux, des problèmes de hanches. J'étais allée voir j'ai un médecin, ben pas un médecin, là, mais lui, il fait la kinésiologie appliquée, je pense que ça s'appelle. Puis dès que j'ai une douleur, je vais le voir, on fait un petit tweak, on arrête de faire ci, on arrête de faire ça, puis on modifie mon entraînement pour que je puisse vraiment pas aller au niveau de la blessure. Fait que ça s'est jamais rendu une blessure que je peux plus danser. Je fais juste modifier un peu, je récupère à cet endroit-là, et là, après ça, je reprends à 100%. Donc, je pense que vraiment d'avoir une bonne routine, puis d'avoir vraiment une bonne conscience corporelle, d'écouter son corps, c'est ultra important parce que c'est ce qu'on fait. Là, comme. On a toujours des bobos partout, mais il faut pas que ça nous empêche de faire notre métier. En termes de préparation mentale, est-ce que, pareil, est-ce que tu as un préparateur mental? Est-ce que Ricky, c'est ton préparateur mental? Je dis n'importe quoi, mais tu comprends ce que je... Répondre pour lui-même pour ce qui est de toutes ces questions-là, mais pour moi, je pense que faire des compétitions, tu sais, danser, c'est physique et émotionnel et c'est artistique et tout ça, mais les compétitions, c'est extrêmement mental. C'est comme 90% mental. C'est comme, faut vraiment que tu sois à 100% mindset. C'est vraiment dans un mindset de, tu sais, il y en a que tu vas gagner, il y en a que tu vas pas gagner, puis comme en danse classique, il faut que tu apprennes à être très bon avec le rejet. C'est comme, tu te fais tout le temps rejeter dans les auditions, tu sais, c'est comme, tu te fais tout le temps couper, et puis un jour, tu vas te faire rester, garder, puis
je pense que ça fait partie, c'est vraiment un gros mindset, là, les compétitions, les auditions, toutes ces choses-là. Mais donc, je fais beaucoup de self-talk dans le sens que, tu sais, quand tu te donnes des pep talks avant de rentrer sur scène, puis comme, souvent, c'est ça, c'est faut que tu te parles à toi-même humblement, gentiment, puis en fait que tu te vois un petit peu comme une personne externe, parce que sinon, tu vas juste toujours être dur envers toi-même, perfectionniste et tout ça. Je pense à être comme mon propre coach, puis à me dire, comme, qu'est-ce que je dirais à mon élève, tu sais. Puis pourquoi je fais ça? Puis des fois, tu dis, tu sais, je sais pas, je mérite pas ça, ou je suis pas assez bonne, ou tu sais, comme tu commences à avoir une négativité, puis il faut tout de suite, comme, non, mindset positif, puis c'est ça, je pense que c'est beaucoup du self-pep talk. Oui, attention, j'ai mentionné Ricky parce que bien sûr, je lui ai posé quasiment les mêmes questions selon la conversation, mais c'est parce que je sais que par exemple, dans certains couples, il y en a un des deux qui est, si ça se balance. Par exemple, il y en a un par exemple, moi, je suis plus, je suis plus colérique que mon partenaire. Bah, lui, tu vois, c'est la tempête calme, donc c'est lui qui va, pas avoir une compétition, mais c'est juste pour ça que je l'ai mentionné. Tu vois, est-ce que lui, il fait d'office parfois? Mais tu as répondu hein, à la question que même tu es capable de faire ton travail de préparation mentale. On est l'autre, c'est sûr qu'on est là l'un pour l'autre, puis des fois, il y en a un qui a besoin de plus que l'autre, mais je pense qu'on se gère quand même très bien séparément. Parfois, on a des chicanes, c'est souvent sous pression que là, on commence à Ok. être intense, là, sous pression, mais jusqu'à maintenant, ce qui marche le mieux, c'est quand on sent ça, cette pression-là, ou qu'on commence à se chicaner pour rien, on fait juste comme, OK, on prend un break, on revient. On reviendra tantôt. Puis, tu sais, on laisse les émotions aller pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on fait. Avant une compétition, donc, t'arrives combien de temps? Est-ce que tu peux nous parler du déroulé de ta dernière, qui est le Summit, de combien de temps avant vous êtes arrivé, comment ça se passe le entre-passage, attendre des résultats, et tout et tout. Intéressant comme question. Je veux dire, il n'y a pas de formule magique, puis à chaque compétition, ça va dépendre. Là. Ça va dépendre de la situation, dans le sens que des fois, on a de la famille qui est là, ou des amis, ou peut-être que ça va changer un petit peu les choses. Mais pour nous, on l'a vécu, we learned it the hard way. Les premières compétitions qu'on a fait, on arrivait, puis mettons, on arrivait à l'hôtel, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas d'épicerie, comme on était dans le milieu de nulle part. Puis, la nourriture, c'est vraiment important là, dans les jours de compétition, là, parce que tu peux passer, des fois, tu es supposé passer à 6 heures du soir, puis finalement, tu passes à 3 heures du matin, puis tu es super fatigué, tu étais déjà en maquillage, fait que tu n'as pas pu te reposer, il faut que tu sois réchauffé, toujours prêt, d'un coup, que c'est plus tôt. En danse latine, là, les horaires, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Là. Tu sais, comme au Canada, on va faire des compétitions en une journée. À l'international, les compétitions, ça dure une semaine complète. Là. Puis c'est du matin au soir. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'ajustements, de flexibilité, d'adaptation. Puis les premières fois, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte que on n'avait pas la situation idéale pour manger, pour, mettons, nos vols d'avion. Des fois, c'est comme tu les prends la nuit, fait que tu as mal dormi, tu n'as pas dormi dans un lit, puis il faut que tu performes, il faut que tu aies l'air d'une queen sur scène, mais tu sais, dans le fond, tu n'as pas dormi sur un lit, tu n'as pas bien mangé, puis tu sais, la réalité du danseur, c'est extrêmement différent de ce qu'on projette sur scène. Je me souviens une année à Toronto, j'ai pris un autobus de nuit parce que je travaillais le soir d'avant. Donc, j'ai pris l'autobus de nuit, j'ai dormi dans l'autobus. Après ça, je me suis préparée. Je n'avais pas ma chambre d'hôtel prête le matin. Donc, je me suis préparée dans la toilette de l'hôtel. Après ça, j'ai fait ma journée compétition avec mes élèves, avec mes partenaires. Le soir, j'étais complètement crevée, mais il fallait continuer parce qu'on performait le show après les compétitions. Après ça, c'était social. Puis, des fois, tu sais, c'est ça. On se rend pas compte de tout ce qui est à l'envers de la médaille, vraiment. Là, c'est sûr qu'on est heureux de faire ce qu'on fait, puis on est choyé. Donc, on garde le sourire et on continue, mais des fois, c'est vraiment pas des situations idéales. Donc, pour ce qui est des compétitions, là, maintenant qu'on a appris ça depuis des années, là, on arrive des jours d'avance. On arrive, mettons qu'on sait qu'on compétitionne le mercredi ou le jeudi, on va arriver le lundi. On va prendre congé, on va arriver, on va faire une épicerie, on va s'assurer qu'on a de la bouffe pour, peu importe le temps qu'on est là, on sait qu'on va être capable de se nourrir.
On a une journée ou deux pour pratiquer ensemble, pour se concentrer sur ce qu'on fait, pour bien dormir dans un lit. Fait que maintenant, notre préparation est très différente qu'avant, parce qu'on se rendait pas compte à quel point c'était de l'organisation. Oui, ok. Euh, je réfléchis à ce que tu dis. C'est d'autant plus important, par exemple, que là, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de l'Eurosan Latino où l'Eurosan s'est passé à Puebla Mm-hmm. et que les Français ils les ont envoyés quelques jours à l'avance, justement parce que le manque d'oxygène, par exemple, tu sais, ça peut être un truc en tant que Français, on ne sait pas. Et ils te préparent pour te dire, il y a pas toujours des couacs, puis il faut que tu te prépares enfin, pour t'adapter à la scène, à la situation, etc. OK. Ouais. Euh, J'ai vécu aussi, je faisais partie de Alliance Dance Company. J'ai passé 3 ans avec cette compagnie-là. Puis on était on faisait une troupe pro-am et on faisait des choses extrêmement exigeantes physiquement. C'était athlétique, c'était quasiment rendu de la salsa cheerleading, là, comme on faisait beaucoup, beaucoup de tricks et tout ça. Et donc, nos chorégraphies étaient très, 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 très cardio, au niveau cardiovasculaire. Et une des compétitions qu'on a fait, c'était au Mexique. Et c'était à Mexico City, qui est, je crois, 2000 pieds au-dessus de l'océan, là. Donc, nous, on est habitués d'être au niveau, là, ici à Montréal. Donc, pendant des mois, on faisait des entraînements, tu sais, pas juste dans le studio, mais on s'en allait faire du jogging dehors. On essayait vraiment, vraiment d'avoir notre cardiovasculaire au meilleur état pour cette compétition-là au Mexique. On se préparait des mois d'avance. On mettait des masques pour s'entraîner, pour que on se pratique à comme pas avoir beaucoup d'air pour que ça affecte pas notre danse. Parce que quand tu es fatigué, tu peux pas donner la même sorte d'énergie quand tu danses. clairement, t'as même pas d'oxygène dans ton sang. Ouais. On était arrivé plusieurs jours d'avance, puis on avait fait du jogging là-bas pour faire le comparatif, puis préparer son corps. Les premiers jours, on était un petit peu comme là, comme on était un peu désorienté quand on flippait et tout ça. Puis finalement, c'est ça. On a été bien entraînés parce que ça nous a pas trop affecté au niveau de la scène là, quand on a performé, mais c'était vraiment plus difficile, là. Fait que ça, des fois, c'est ça, c'est des préparations que tu dois planifier d'avance, là. Fait que ça me surprend pas pour les Français à Lausanne. On a fait la même chose. Est-ce que tu as un truc porte-bonheur avant de rentrer sur scène et après de rentrer sur scène ou une petite routine, c'est juste avant? Je dirais la chose que je fais à chaque fois, c'est I just take a moment to be grateful. Je pense que ça aide beaucoup de relativiser. Tu étais en stress, dans la pression et tout ça, mais juste de dire, hey, je suis tellement chanceuse. I'm so grateful to be here, to be able to dance, to be able to share my passion, to express, d'avoir le corps en santé, d'être capable de faire ça, d'avoir mon travail qui me permet d'être ici, d'être capable financièrement de me permettre d'être ici. Je pense qu'il faut juste vraiment relativiser et faire comme, OK, I'm just so lucky, just dance your heart out, you know? C'est comme, pour moi, c'est genre la chose que c'est important de faire, c'est vraiment juste de dire comme, peu importe à quoi tu crois, là, que ce soit à Dieu ou à l'univers ou peu importe, mais juste d'avoir un moment c'est quoi en français? Juste gratefulness. Gratitude, ouais. Mm. Fait que pour moi, c'est important, là. Avant les shows, là, je prends un moment de respirer puis juste de me dire ça, puis ça me calme directement. C'était quoi ta meilleure compétition et ta pire compétition? Hmm. Je pense que je pense que chaque compétition a ses pros and cons, comme il y a eu des positifs et des négatifs à tout. Euh, j'aime pas penser comme le meilleur et le pire, là. Mais C'est juste pour te soutirer des anecdotes. Si tu veux faire la ouais, description des anecdotes, ça me va. je dirais juste au niveau des anecdotes, je pense que le plus difficile, ça a été les premières compétitions que, tu sais, on avait mal dormi, mal mangé, là. Entre autres, je pense à Las Vegas, on avait gagné première place en avancée amateur il y a 3 ans. Puis, on était, tu sais, vraiment dans le pire des conditions, là. Tu sais, on avait vraiment, vraiment mal dormi, pas beaucoup mangé. J'ai quasiment eu un blanc sur scène, tu sais, j'étais juste, puis ça m'arrive jamais, là. J'étais juste pas dans un esprit physique et mental idéal. Puis on avait réussi à gagner, on était tellement contents. Puis
à ce moment-là, on s'était fait dire que cette compétition était un championnat mondial parce que l'était avant la COVID. Et là, c'était direct après, vers la fin de la COVID. Puis on s'est fait dire non, non, le titre n'est pas national, n'est pas. C'est un titre international, mais c'est pas un titre champion du monde. Fait qu'on était comme oh, ok, ça c'était comme un peu disappointing parce que ça, c'est quelque chose qui t'aide à te mettre sur la map là, quand c'est un événement reconnu. Puis ça l'était, et là, ça l'est plus. Puis c'est comme, OK, mais on est venu jusqu'ici, ça coûte cher, Las Vegas. Là. Fait que ça, c'était comme un peu disappointing. Puis c'était difficile. C'était vraiment, vraiment une des compétitions les plus difficiles qu'on a fait. Donc, de le gagner, on était content. Mais, ouais, sinon, toutes les autres, c'était des belles expériences. C'est toutes des expériences positives. Oui, t'en as pas une spécifique que tu chéris, un souvenir que tu chéris spécialement? Je dirais quelque chose qui m'a vraiment apporté beaucoup de bonheur, c'était de gagner en équipe. Parce que j'ai fait des solos, des duos, mais de gagner en équipe, là, there's no other feelings like it. C'est vraiment comme tout le monde a mis du sien. Je pense l'année passée à Canada Salsa Congress avec Alliance, on avait tellement travaillé sur cette choré-là, puis elle était difficile, puis on s'était levé à genre 5 heures du matin pour faire des extraits. On était tellement comme, on était toutes ensemble pour le même objectif. Puis quand on a gagné salsa et bachata, on était genre l'esprit d'équipe était juste malade. Gagner en équipe, c'est vraiment cool. Tandis que en duo, tu sais, des fois j'ai gagné avec Ricky à Las Vegas, je suis revenue puis j'ai pris un taxi pour revenir chez nous. Tu sais, j'avais personne, ma famille est dans une autre ville, mes bons amis sont tous dans des autres villes. Donc je connais beaucoup, j'ai beaucoup de d'amis à Montréal, mais c'est pas des amis avec qui vont venir me chercher à l'aéroport puis partager ce moment-là de célébration avec moi. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte, c'est un peu seul. Là, c'est comme, OK, I won, but so what? It doesn't matter. Mais on le fait parce que on veut danser, puis parce que ça nous aide à poursuivre notre carrière, ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à se motiver, à voir toutes les autres personnes autour de nous, le niveau, tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein de positifs, mais gagner en équipe, ça, c'était vraiment un bon feeling. Là. Tu as mentionné la compétition à Las Vegas, c'est laquelle? Est-ce que c'est The Ultimate Oui. Championship? Ok, Euh, ok, Latin, ouais. ok. Ultimate Latin Dance Congress. Je pense qu'il y a 4 niveaux, là. Ouais. Ouais, je vois aussi. Enfin, je vois commencer le background. C'est le meilleur trophée. C'est le plus cool des trophées. Qu'est-ce que tu aimerais, à la fin, qu'est-ce que tu aimerais que le public mainstream sache que, on l'a un peu mentionné, mais qu'ils ne savent pas ou se rendent pas compte sur les compétiteurs de salsa bachata? Euh, ben, je pense qu'il faut. Ce serait juste bien de réaliser tout le travail qui va derrière ça. Puis, to acknowledge. Euh, qu'on le fait pas pour le fame, on le fait pas pour les trophées, on le fait parce que on veut s'améliorer, on veut se pousser, on aime la danse, on veut partager la danse. Euh, que c'est pas aussi glamoureux que ça a l'air de l'extérieur. Euh, puis, je sais pas, je pense que dans la vie, je pense qu'il y a beaucoup de négativité. Puis moi, je me tiens avec ceux qui pensent positif, puis avec ceux qui voient les bonnes choses dans la vie, puis chez les uns et les autres. Puis moi, je suis quelqu'un qui va vraiment beaucoup encourager mes amis, les compétiteurs. Tu sais, comme quand je vois quelqu'un qui est bon, je commence pas à être jaloux. Ouais. Tu sais, je suis comme, hey, t'as du talent, c'est cool, travaillons ensemble, collaborons. Tu sais, we're all in this together. On n'est pas là pour compétitionner l'un contre l'autre. Les compétiteurs, on est tous vraiment supportive of each other. C'est une belle communauté. Puis je pense que ça a besoin d'être comme ça. Quand tu vas dans le monde social, c'est comme des fois, on se fait regarder un peu de travers, j'ai l'impression, là, parce qu'on fait des compétitions, mais on danse en social aussi. Et on fait des compétitions parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on veut danser. Mais je pense que tout ça, ça va ensemble. On est tous des amis. At the end of the day, on fait tout ça pour la passion de la danse. Fait que je pense que c'est juste de voir ça sous une positive lens. Ben, merci beaucoup, Laura. Où est-ce qu'on va te voir? Sur quelle compétition on va vous voir en 2025? Bonne question. Surprise!
tout ce qui est à Montréal, au Canada, à Toronto, je vais être partout avec Ricky, avec mon équipe Dancing Project. Euh, on va être pas mal partout au Canada. Puis pour ce qui est de l'international, je pense peut-être faire un switch cette année, peut-être aller à Eurosun au lieu de Summit pour 2025. Mais à savoir, pour le moment, ce qui est important pour moi, c'est de danser, c'est de partager ma passion, c'est d'enseigner et de continuer de me pousser. Mais je pense tranquillement avec l'âge, je veux pas trop investir dans les compétitions. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Je veux continuer de faire ma marque au niveau créatif, au niveau chorégraphique, au niveau danse. Mais je sais pas à quel point je vais continuer les grosses compétitions. Je vais probablement en choisir une par année, mettons, pour continuer. Et mes dernières questions, l'avant-dernière, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur ta carrière? Je veux dire, on pourrait parler de plein de choses, là, mais ça dépend qu'est-ce qui vous intéresse. Mais je pense que ce qui est intéressant de chaque discipline, c'est juste un peu de comprendre l'essence de la chose. Puis je trouvais ça intéressant aussi les blessures et tout ça. Là. Mais je pense au niveau, tu sais, on est des artistes au niveau plus émotionnel. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler là-dessus. Mais ce sera peut-être pour un autre jour. Là. Mais juste en faisant le comparatif, quand on parlait de nourriture, puis de diète et tout ça, pour un athlète, c'est important, mais pour quelqu'un qui provient du ballet classique, j'ai vu des horreurs là, d'anorexie, des choses qui se sont dites, qui se sont faites, qui sont juste inhumaines. Ça fait partie du choix que j'ai fait de toujours comme accepter mon corps comme il est. Puis ce que j'essaie d'amener à mes élèves, c'est vraiment beaucoup du travail de soi, d'estime de soi. C'est d'aimer ton corps, c'est ton outil de travail, c'est de lui donner de l'amour. C'est pas d'essayer de le modifier pour être capable de faire ta carrière. C'est comme ton talent devrait être suffisant, ta passion devrait être suffisante. Tu devrais pas avoir besoin de changer ton corps. Et donc, pour moi, c'est ce que je parlais un peu de l'accessibilité en danse latine. C'est une chose que je trouvais vraiment belle comme philosophie. Que tu sois curvy, que tu sois skinny, it's accepted. It's celebrated. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que notre corps, c'est notre outil de travail puis on peut pas le maltraiter. Donc, tout l'aspect mental, émotionnel, pour moi, ça va avec le physique. Puis, être athlète, c'est 90% à l'intérieur. C'est pas ton corps. Ton corps, c'est juste ton outil. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça, c'est d'autant plus important. Ça me plaît que tu mentionnes ça parce que je te jure que quand je la pose tout le temps, cette question, et je la pense même pas en termes de esthétique. Et c'est, en effet, t'as raison, ça peut être absolument interprété comme ça, surtout avec un sport quand même de visibilité. On est noté sur le costume quand même. Enfin, mais moi, je parlais vraiment le côté, enfin, tu fais des accros, tu vois, ma question, elle a jamais été, en 4 ans de dans ces couples, esthétique. Mais tu as raison, et en plus, tu dois avoir un background, en effet, en ballet, on sait ce qui se dit un petit peu. Donc, ça me plaît que tu soulignes ça, parce que je l'avais jamais vu comme ça, mais t'as raison. C'est vrai. En bachata cabaret, je suis une des filles les plus costaudes. Et par rapport à mon partenaire oui, il est très fort, Ricky, mais quand on a commencé à danser ensemble, on s'est fait dire comme, vous devez pas faire cabaret. Comme, ouais, parce que moi, je suis grande et je suis forte. J'ai des bonnes cuisses. Tu sais, je suis pas petite, là. Et en cabaret, tu regarderas, mais ce qui est normal, c'est d'avoir une tête de moins que son partenaire. Et moi et Ricky, on est égal. Alors, on peut pas faire les mêmes choses. Tu sais, je peux pas me faire lancer dans les airs comme mettons, d'autres couples qui font. Tu sais, mettons, dans la catégorie qu'on était à Summit, toutes les autres, ils ont fait des culbutes overhead. Nous, tout ce qu'on fait, c'est around the head. Il n'y a rien que il peut pas me lever dans les airs. Premièrement, pas du cirque, là. Comme, on n'est pas des artistes de cirque, on n'est pas des athlètes de cirque, mais deuxièmement, juste notre poids, notre rapport poids l'un à l'autre, c'est comme, je vais l'assommer, là, en descendant, même si je me tiens bien. Donc, pour être en cabaret avec
nos limitations physiques, là, c'est vraiment impressionnant. Puis pour moi, ça, c'était un point que je voulais comme faire, que I can do cabaret. Mm. Parce que moi, en ballet classique, je me faisais dire que je pouvais pas être la fille non plus qui se fait lever. Pourtant, ils me choisissaient toujours parce que j'étais une des meilleures, mais tu sais, on a vraiment des limitations au niveau physique dans ce qui est de la danse. Puis pour moi, c'est ça que je te dis, c'est le mental, c'est le power, c'est l'émotion, c'est une grosse conversation parce que nobody can tell you what to do. You know, if you want to do it, you can do it. Puis on a réussi à bien se placer dans toutes les catégories cabaret jusqu'à maintenant. On a gagné plusieurs choses déjà, puis on va continuer d'essayer de gagner. Mais même avec notre physicalité, c'est pas parce qu'il peut me lever dans les airs qu'on peut pas faire des choses impressionnantes. On fait plein de choses impressionnantes que d'autres peuvent pas faire à cause que je suis forte et flexible, puis lui il est super fort, puis on est capable de faire des choses. C'est juste qu'on est limité, mais on va pas laisser cette limitation-là faire qu'on fait pas du cabaret. Mais si tu regardes les champions de cabaret, la fille, elle est la moitié du poids du gars. Et moi, je suis quasiment le même poids. Alors, ça, c'est ça. Faut pas se laisser... On en revient. Non, mais en fait, t'as raison. Bah, t'en poses parce que tu sais, quand salsa en Colombie, moi, je suis un petit peu ce qu'ils font en salsa Caña Carré. Et Mhm. là, je pense que la fille, bien honnêtement, elle est même carrément un peu plus lourde que le garçon et ils te font des accros de malade. Mhm. Ils te font. Ils font ça toute leur vie. Là. C'est ça, c'est possible. Ouais, Mais ouais. c'est pas le commun, là, le Ouais, commun. oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, tu as tout à fait raison. Et je vais me permettre, en 2025, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Dans un des entraîneurs que tu as mentionné, j'ai déjà entendu des propos que je vais pouvoir dire carrément grossophobes. Donc, ça ne m'étonne pas, finalement. En fait, c'est juste que je suis tellement pas entourée de ça. Mais merci beaucoup de le mentionner. Est-ce que l'interview, elle prend une tournure qui me plaît énormément? Le côté émotionnel, est-ce que tu veux parler plus de... Ben, juste d'ouvrir la porte là, pour éventuellement, mais on n'a pas besoin de. Mais ouais, que c'est une grosse partie de la préparation mentale et émotionnelle, que les compétitions, on le voit souvent comme étant quelque chose de. Tu sais, mettons, ma mère était comme, oh, t'es-tu correct? T'as-tu mal partout? Puis c'est comme. Le plus important, c'est l'intérieur. C'est au niveau émotionnel, c'était très difficile. Très, très, très difficile. Mais Ok. au niveau physique, je veux dire, le corps va s'en remettre, là. Ouais, je comprends. Ah bah, écoute, ma foi, avec plaisir. Et du coup, on arrive à la dernière question. C'est qui est-ce que tu penses que je devrais interviewer? Si possible, quelqu'un qui va apporter de la valeur au monde de la compétition et quelqu'un de bienveillant. Mais je pense que n'importe qui, je veux dire, tout le monde est bienveillant dans. At the end of the day, je pense pas que personne a des intentions malicieuses ou quoi que ce soit. Puis je pense que si ton channel, c'est à propos de la compétition, comme essaie d'interviewer le plus de personnes qui en fait possible, parce que ça va te donner différentes perspectives. Mhm. Ok. C'est juste pour savoir parce que parfois ça aide que vous mentionnez des gens comme ça, je peux dire genre ah ben on m'a parlé d'un tel. De ce fait, moi je vous ai connu, tu sais comment? Parce que j'ai fait l'interview de une autre compétitrice qui m'a dit ah mais tu devrais interviewer parce que je lui ai posé la question qui est-ce que tu penses que je devrais interviewer qui va apporter de la valeur? Et comme ça me permet de savoir qui serait éventuellement ouvert à parler de son parcours, etc. Mhm. Sabrina Ross. Ah, nice, nice, Ouais, merci. vous a mentionné pour que je vous interviewe. So, bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout, merci de nous avoir regardé. Tous les réseaux sociaux de Laura sont dans la bio si vous voulez suivre la suite, les compétitions ou pas. Ça sera tout en bas. En attendant, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.